Europe 1, 6h46, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Xavier Titelman. Bonjour Maxime Sisouet. Merci d'être là avec nous ce matin en direct. Vous êtes expert en sécurité aérienne. On va faire un point complet sur les tout derniers éléments de l'enquête concernant donc le crash de l'avion d'Air Algérie. C'était vendredi, 118 morts, 54 Français, je le rappelle. On en a parlé dans le journal. Ceux qui nous écoutent ce matin ont sans doute vu ce week-end les images de la zone du crash. On a l'impression que précisément, ça ne ressemble pas aux scènes qu'on a l'habitude de voir. On a l'impression qu'il ne reste plus rien de cet avion. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors il y a plusieurs possibilités. La plus probable évidemment c'est que l'avion soit arrivé à très très grande vitesse au sol. On pense à 900 km/h. Quand un avion arrive au sol à une vitesse relativement faible, quand c'est une chute libre par exemple, comme ce qu'on a pu voir avec le cas de l'avion malaisien en Ukraine, on retrouve des morceaux qui sont beaucoup plus importants. Là, on imagine vraiment un avion qui va piquer jusqu'au sol. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais en tout cas à une très grande vitesse, d'où le fait qu'on ait des débris qui soient très petits. Mais vous évoquez la vitesse de 900 km/h, c'est sa vitesse de croisière. C'est la vitesse avec laquelle un avion va voler. Donc effectivement, les possibilités sont... en réalité, il n'y en a pas énormément. Soit l'avion descendait sans que les pilotes ne s'en rendent compte. C'est ce qu'on appelle la désorientation spatiale des pilotes. À ce moment-là, ils piquent vers le sol, mais à cause de un trouble, à cause de turbulences par exemple, à cause d'une situation qui est confuse pour eux, ils ne vont pas s'en rendre compte. La deuxième possibilité, évidemment, c'est que les commandes soient bloquées vers le bas. Là, ça peut être une cause technique, ça peut être encore une fois un attentat qui pourrait bloquer aussi ces commandes dans ce sens-là. On ne peut pas exclure certaines possibilités. Ouais, le patron du bureau d'enquête et analyse disait il parlait hier soir d'un impact d'une extrême violence. Les enquêteurs français, justement, ils ont commencé à travailler sur place. Quelle est la priorité dans ces cas-là ? Quelle est leur priorité aujourd'hui ? Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est de blanchir la zone pour éviter que... Blanchir la zone ? Il faut éviter que quiconque puisse accéder à cette zone pour tout simplement souiller. On peut aussi trouver des analyses chimiques sur les maigres débris qu'on va retrouver. Quels sont les éléments qu'on va trouver ? Quelle est la forme de ces débris ? Dans quel sens est-ce qu'ils ont été tordus ? Si jamais il y avait une explosion depuis l'intérieur de l'avion. Maintenant, étant donné le peu d'éléments qu'on va pouvoir recueillir, on va essayer de les récupérer, de les regrouper et, dans la mesure du possible, certainement dans un grand hangar, de reconstituer l'avion. Mais là, on est sur une situation qui est tellement difficile sur le terrain, on imagine difficilement qu'ils puissent reconstituer l'avion vraiment dans sa globalité. Donc on va vraiment se reposer sur les boîtes noires en espérant qu'elles soient exploitables. Les boîtes noires, justement, apparemment, d'après les toutes dernières informations données par le BEA, celle qui enregistre les paramètres de vol est plutôt dans un bon état. En revanche, celle qui enregistre les voix des pilotes est plus endommagée. Ces boîtes noires sont en route pour la France. Comment est-ce qu'on va essayer de les faire parler, ces boîtes noires ? Alors, de toute façon, on a la chance en France d'avoir un bureau enquête-analyse qui est ce qui se fait de mieux dans le monde, clairement. Donc, si les boîtes noires arrivent, a priori, ce matin en France, on va les exploiter. Ça peut être très rapide. Dans quelques jours, peut-être qu'on en a déjà des premières réponses. Reste à savoir quelles informations vont être diffusées rapidement à la presse. Une enquête, ça dure des années, parce qu'on va avoir énormément d'éléments, on va faire des études très approfondies. Maintenant, savoir si effectivement c'était une explosion à bord, si c'était un problème de gouverne, si c'était... voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais on aura en tout cas des réponses assez rapides. Mais elles peuvent résister à un choc aussi violent ? Elles sont faites pour résister à n'importe quel choc, à n'importe quelle température, à des profondeurs extrêmes sous-marines, donc oui. On sait que l'identification des corps va être compliquée, c'est un sujet évidemment très très douloureux. Quelles méthodes, sans forcément entrer dans des détails un peu compliqués, mais quelles méthodes vont être utilisées ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors ça c'est surtout difficile pour les familles qui évidemment vont avoir du mal à faire leur deuil si elles n'arrivent pas à récupérer les corps de chaque personne qui était à bord. La vraie question c'est est-ce qu'on va réussir à récupérer simplement des morceaux de chaque personne qui sont à bord. Je pense que les médecins légistes ils vont plus travailler avec les dents, c'est souvent la dentition qui résiste le mieux. Mais donc il y aura des traces génétiques qu'il va falloir exploiter sur le terrain aussi. Mais vu l'éparpillement des morceaux de métal qui sont en miettes clairement, je crains que ce soit difficile de retrouver et de pouvoir honorer les victimes à chaque fois. Tout ça va se passer en France forcément ? Tout va être rapatrié du Mali en France ? Alors, en tout cas, pour ce qui est de la reconstitution de l'avion, donc certainement dans un hangar, ça va plutôt se faire sur place pour une question de logistique. Maintenant, une fois qu'on imagine qu'on rapatrie une partie des morceaux à un endroit, pourquoi pas les amener jusqu'en France ? Mais a priori, ça se fait souvent sur la zone. Et vous le disiez, la France a une vraie expertise dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. On a... Alors, ça c'est plutôt historique, c'est-à-dire qu'on a déjà une histoire de l'aéronautique en France qui est excessivement aboutie, on a des spécialistes depuis toujours et c'est vrai qu'on est à la pointe dans ce domaine-là, notamment on a quand même depuis le Concorde, depuis la Caravelle, aujourd'hui avec maintenant Airbus, on est à la pointe et évidemment les équipes techniques accompagnent cette évolution industrielle. Hier soir, le patron du bureau enquête et analyse était plutôt optimiste, il pense qu'on saura ce qui s'est passé, c'est aussi votre avis ?
Oui, si on a retrouvé les boîtes noires et que les boîtes noires sont exploitables, et il est certainement mieux placé que moi pour le savoir, on saura rapidement ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on a ces boîtes noires techniques qui enregistrent à peu près 1 millier de paramètres en continu, d'une manière très très précise et rapide, on saura si l'avion était en descente, il saura s'il y a une explosion à l'intérieur, est-ce qu'il a été touché de l'extérieur, quelles étaient les orientations, quelles étaient ses vitesses. Ce sera excessivement précis. Donc même si on ne peut pas exploiter les boîtes noires sonores, les enregistreurs de vol sonores, donc ce qui veut dire les échanges dans le cockpit, on aura quand même au moins ces éléments techniques qui vont pouvoir nous donner des réponses précises. Et ce qui est dit également, c'est qu'on a résolu, entre guillemets, des enquêtes comme celle-là avec beaucoup moins d'éléments au départ. Bien sûr. Ah non, mais on a de toute façon là, on va dire, je vais pas dire une chance, mais on a retrouvé très rapidement la zone d'impact, la zone du crash, et on a réussi à la protéger. C'était en plus l'armée française qui était sur place, donc on sait, par exemple, les séparatistes russes en Ukraine, ça a été difficile d'accéder à la zone, ça aurait été peut-être plus C'est facile. toujours difficile C'est aujourd'hui toujours pour difficile, travailler, bien sûr. pour les enquêteurs de travailler sur Euh, place. Là, on a cette possibilité d'être sûr que les débris n'ont pas été altérés et qu'on va pouvoir travailler directement dans de bonnes conditions. Une toute dernière question, Xavier Titelman. Vous vous occupez également du centre de traitement de la peur en avion. Oui. Vous avez beaucoup plus de demandes de rendez-vous ces derniers jours. Alors, c'est peut-être aussi plus parce que je suis médiatisé dans les dernières semaines. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'on a entre 20 et 30% de la population qui n'arrive pas ou qui a énormément de difficultés à prendre l'avion. C'est quelque chose qui est très récurrent, qui est très fréquent. Et ce genre d'éléments, évidemment, donne l'impression que les statistiques habituelles qu'on entend partout sont fausses. Plus que jamais, l'avion reste sûr. Et plus que jamais, si vous annulez votre voyage en avion pour le remplacer par un trajet en voiture, ce sera plus dangereux, Ce qui est un discours un peu compliqué à entendre ces derniers jours. évidemment. Mais vous avez plus de demandes donc. Nous, on a plus de demandes, c'est une certitude. Ok, ben merci beaucoup. Merci Xavier Titelman. Merci Je de rappelle que m'avoir vous êtes expert en sécurité aérienne. Merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous.